Bonjour à toutes et à tous. Merci de m'accorder ce temps de parole aujourd'hui pour vous parler de la génétique des cancers du sein et des recommandations de tests BRCA dans le cadre des prises en charge. Alors, les cancers du sein, comme vous savez, plus de 60 000 cas par an, avec 15 à 20% qui vont s'inscrire dans un contexte un peu jeune ou avec une histoire familiale. Parmi ces 15-20%, on va les voir en consultation de génétique et on ne va pas forcément trouver à chaque fois une prédisposition. Donc c'est à peu près 8 tests sur 10 qui reviennent négatifs. Donc nos outils diagnostiques aujourd'hui en génétique constitutionnelle n'expliquent pas toutes les histoires familiales. Mais lorsqu'on retrouve une prédisposition génétique, c'est dans le 3/4 du temps, c'est plutôt BRCA1, BRCA2 et pas le B2. Alors, ce petit schéma pour vous montrer un petit peu les différents déterminismes génétiques des prédispositions au cancer du sein. Donc, en génétique diagnostique, on va s'intéresser principalement aux données que vous voyez en haut à gauche, c'est-à-dire qui sont alors plutôt rares en population, mais pour BRCA, on va se rapprocher d'une femme sur 300 à 400. Et c'est des données qui donnent donc des très hauts risques, c'est-à-dire qui dépassent x3, x4 par rapport au risque en population générale. Vous avez un peu en dessous des données qui sont un petit peu plus fréquentes, comme par exemple les mutations ATM à l'état hétérozygote qui peuvent donner donc des augmentations de risque de cancer, notamment du sein, et qui peut donner à l'état récessif des maladies type ataxie télangiectasie, avec donc cette nécessité de conseils pour les apparenter. Vous avez tout en dessous des données qui sont un petit peu plus fréquentes, mais qui donnent des risques beaucoup plus modérés. Ça, c'est des modèles, on dit, oligogéniques, c'est-à-dire que l'augmentation du risque familial est expliquée par plusieurs variations, et c'est vraiment l'association de ces variations qui fait augmenter le risque. Alors, pour comprendre un petit peu ce que l'on cherche en génétique constitutionnelle, il faut avoir connaissance des différents systèmes de réparation de l'ADN. Donc, vous avez pour les cassures simples brins différents systèmes, dont le système MMR qui est impliqué dans les prédispositions au cancer du côlon ou de l'utérus, également des ovaires. Et nous, on va s'intéresser principalement aux gènes de la recombinaison homologue pour la réparation donc, des cassures double brin. Donc, les gènes BRCA, rapidement, ce sont donc des gènes suppresseurs de tumeurs qui sont présents donc, chez l'homme et chez la femme, et en 2 exemplaires, un du papa et un de la maman. Et aujourd'hui, on voit que donc, une seule mutation, donc une copie du gène muté, suffit à donner un très haut risque, principalement sein-ovaire donc chez les femmes, avec un petit peu plus de côlon dans les familles BRCA1 et des familles BRCA2 qui peuvent être beaucoup plus hétérogènes, où on peut voir des surincidences de cancer du pancréas, de mélanome, mais également de la thyroïde. Et donc, on voit que la fréquence aujourd'hui en population générale, c'est-à-dire d'une population non sélectionnée, où on a quasiment une femme sur 400 qui est prédisposée au cancer du sein. Alors, ce petit schéma pour voir les niveaux de risque. Donc, l'âge moyen en France pour le cancer du sein, c'est 63 ans. Et on voit que lorsqu'il y a une mutation BRCA1 ou BRCA2, on est sur des âges beaucoup plus précoces, avec des risques cumulés au cours de la vie qui décollent. Au niveau du risque ovarien, les âges moyens au diagnostic sont moins importants pour BRCA1, mais pour BRCA2, on voit les mêmes âges que pour les cancers ovariens des femmes de la population générale, et avec toujours des risques qui sont très très importants. Alors, on va s'attarder d'essayer de savoir à qui proposer ces tests de génétique constitutionnelle dans le cadre de la prise en charge du cancer du sein. Donc, on a repris l'article international qui a été publié en 2021 à l'European Journal Cancer, notamment par le professeur Pascal Pujol, qui a mis en place la consultation génétique à l'Institut Hartmann. Et donc, il y a eu une approche multidisciplinaire avec plusieurs experts qui se sont répartis en 2 groupes, préventifs et thérapeutiques, qui ont fait donc une revue exhaustive de la littérature.
et qui ont essayé en fait de nous apporter des informations sur des grades de recommandations de testing en fonction des sous-populations de cancer du sein. Et là, donc nous, on va stratifier en fait, on va prioriser surtout la consultation génétique chez des patientes qui ont des probabilités élevées de prédisposition, mais également qui ont un enjeu thérapeutique à connaître leur statut génétique. Alors, il y a des critères personnels, surtout donc bien sûr les cancers du sein jeunes, avant 40 ans, les cancers du sein triple négatifs, où on a dit que c'était quasiment un cancer du sein sur 5 en population non sélectionnée de cancer du sein. Mais dès que vous êtes, par exemple, muté BRCA1, si vous prenez 100 femmes cancer du sein BRCA1, les triples négatifs vont se rapprocher des 70%. Donc le triple négatif, dès qu'il arrive avant 60 ans, systématiquement, on va proposer un conseil génétique, une recherche de mutation sur BRCA1 et BRCA2. Le cancer du sein bilatéral aussi doit interpeller, le cancer du sein chez l'homme, bien sûr. Vous avez également des sous-populations où on a ce qu'on appelle un effet fondateur avec des surfréquences de mutations génétiques. Et bien sûr, quand un patient vous dit qu'il y a une mutation familiale identifiée dans la famille, il faut pouvoir absolument proposer un test ciblé de cette variation qui est beaucoup plus accessible que le panel multigène qui aujourd'hui est encore considéré comme un acte innovant hors nomenclature, donc avec des difficultés de financement des tests. Lorsqu'il existe des critères familiaux, alors on va s'attarder surtout dans les familles dès qu'il y a des cas de cancer du sein chez des apparentés au premier degré, considérer le second degré par un homme, c'est-à-dire si vous avez une mère et une fille qui ont un cancer du sein, on va proposer le test, mais si vous avez également une patiente avec sa tante paternelle, il faut également, je pense, considérer l'analyse. Bien sûr, dès qu'il y a ces critères personnels qu'on a cités juste avant, et on va considérer également les associations de cancer de la prostate, cancer du côlon, du pancréas, et un peu plus largement du rein, de la thyroïde, tout cancer en fait. On va vraiment regarder toute l'histoire familiale et surtout considérer la branche paternelle, donc les hérédités au cancer du sein, même si on est sur des cancers gynécologiques, ça ne se transmet pas que par la maman. Un papa peut transmettre une hérédité au cancer du sein à sa fille comme à son fils, alors avec pas les mêmes enjeux, mais un fils, il pourra transmettre à sa fille. Donc il faut absolument considérer les deux branches d'hérédité pour évaluer au mieux la probabilité et surtout considérer le niveau d'information. C'est-à-dire qu'il y a des patientes qui n'ont pas forcément d'infos sur l'une des deux branches ou qui ont un papa avec une fratrie masculine, pas de tante, pas de cousine. Vous n'allez pas avoir beaucoup de cancer du sein. Les tests donc théranostiques, c'est-à-dire où on va céder du statut génétique BRCA pour proposer des traitements, et notamment, comme l'a dit le docteur Antoine, les inhibiteurs de PARP, et principalement l'olaparib. Et donc, il y a un enjeu pour le cancer du sein métastatique, mais on verra pas seulement, parce qu'on va discuter en néoadjuvant et également en adjuvant. Et il y a d'autres types de cancers aussi qui relèvent du conseil génétique pour l'adaptation thérapeutique, comme la prostate, le pancréas, et surtout les cancers ovariens. Donc, en situation néoadjuvante, dès qu'on a un cancer du sein un petit peu jeune et que la patiente se pose la question du risque familial, ça va être très important de pouvoir initier l'analyse au cours de la chimiothérapie, avec idéalement un résultat souhaité avant la chirurgie, pour qu'elle puisse elle-même discuter du geste avec son chirurgien, en fonction bien sûr de l'indication. Et il peut y avoir un impact, surtout en cas de mastectomie thérapeutique du sein traité, de discuter d'une mastectomie en prévention sur le sein contralatéral. Il peut y avoir également des conséquences sur la radiothérapie pour certains types de cancers où la mastectomie va permettre d'éviter le traitement, et également des conséquences sur la chimiothérapie avec une sensibilité au sel de platine bien décrite. L'étude Olympia, donc je reprends un petit peu le docteur Antoine, mais là c'est plutôt en adjuvant pour les cancers du sein à haut risque où il n'y a pas de réponse histologique complète à l'issue de la chirurgie, où il y a un bénéfice décrit d'ajouter cette thérapie ciblée chez les femmes qui ont une mutation constitutionnelle, donc c'est des mutations germinales.
en situation métastatique, et ça c'est un petit peu la nouveauté des dernières années, c'est-à-dire que on n'est pas forcément sur des patientes qui ont des probabilités de prédisposition importantes, pas des patientes qui ont forcément une histoire familiale, mais une nouvelle thérapie disponible et la nécessité de connaître le statut BRCA1, BRCA2. Donc ça fait beaucoup de patientes à voir en consultation. Et donc, on a plusieurs situations différentes, notamment des femmes qui n'ont pas de critères ni individuels ni familiaux qui font évoquer la prédisposition et donc l'indication de tests. Donc, chez ces patientes, on va initier en priorité une analyse tumorale qui va permettre surtout de séquencer les gènes BRCA1 et BRCA2 sur la tumeur. Il faut bien comprendre que lorsqu'on a une mutation constitutionnelle, elle va forcément être retrouvée sur la tumeur. Donc ça permet de court-circuiter un petit peu le circuit génétique qui est très bien cadré en France, mais qui est parfois un peu long par rapport aux ressources qu'on a sur le plan humain, mais aussi sur le plan financier. Chez des patients qui ont des critères de test, il faut bien sûr les adresser en consultation d'oncogénétique et faire une recherche globale sur tous les gènes de prédisposition au cancer du sein connus. Oui, l'indication thérapeutique dépend du statut BRCA. Il y a discussion aujourd'hui sur PALB2 et il peut y avoir également une discussion s'il y a une mutation sur un autre gène que BRCA1, BRCA2. Donc à partir du moment où vous avez des critères individuels et familiaux, même si vous vous posez la question thérapeutique, il y a cette nécessité du conseil génétique. Donc là, c'est le circuit de génétique tumorale où on a des patients qui ont ces critères. Et donc, il y aura deux circuits qui vont se mettre en place. L'oncologue qui va lancer l'analyse tumorale pour avoir plus rapidement la donnée génétique disponible, qu'on ira, nous, valider en constitutionnel. Et en parallèle, la consultation génétique pour le conseil aux apparentés. Alors, à Hartmann, on n'a pas trop ces difficultés parce qu'on a la possibilité de répondre en moins de 2 mois. Mais c'est vrai que sur certains centres où les délais sont un petit peu plus allongés en génétique constitutionnelle, l'analyse tumorale reste quand même d'une très grande aide. Alors, comment on va initier ces tests? Comme on l'a dit, donc, dans une consultation génétique où il y a une information, il y a une évaluation du risque de prédisposition et le patient consent à l'analyse donc de ses caractéristiques génétiques à des fins médicales. Il y a une prise en charge psychologique qui est systématiquement proposée. C'est des recherches qui se font sur des simples prélèvements sanguins où il n'y a pas besoin d'être à jeun. Et donc derrière, on propose un rendu des résultats en main propre aux patients dans des délais qu'on souhaite adapter à la prise en charge thérapeutique, surtout pour nos chirurgiens avant l'opération, mais également pour les oncologues qui sont en attente afin de proposer le traitement le plus optimal. Et donc les rendus, idéalement, ils se font en consultation avec une information. Cette dia pour vous montrer un petit peu les différentes classes de variants génétiques. Donc bien comprendre qu'il y a différents variants, que vous avez des variations qui peuvent être neutres ou probablement neutres, qui n'ont pas d'effet pathogène et qui ne vont pas être utilisés pour le conseil aux apparentés ou pour la prescription de thérapie ciblée. Ces variants, ils ne sont pas rapportés sur les comptes rendus d'analyse. Ensuite, vous avez donc les variants de classe 3. Ça, c'est des variants de signification inconnue. C'est-à-dire qu'on a des nouvelles technologies de séquençage et qui nous permettent d'identifier de plus en plus de données. Et il y a des données, on ne sait pas si elles sont pathogènes ou neutres. Et donc, on va inclure ces patients dans des protocoles de recherche pour pouvoir reclasser le variant. Mais il faut énormément de familles, énormément de temps et des budgets alloués à la recherche. Donc, on va s'intéresser, nous, principalement aux variantes classe 4 et 5. Donc, c'est les variantes probablement pathogènes et pathogènes. Ce sont les mutations. C'est des variants qui ont un effet délétère sur la fonction de la protéine. Donc, BRCA1, BRCA2, des gènes de la réparation. Si vous avez une mutation, la protéine traduite qui est soit mutante, soit tronquée, elle ne va pas bien faire son travail de réparation.
et elle va vous augmenter le risque tumoral. Et donc, on s'intéresse donc nous, surtout à ces variations. Les enjeux donc thérapeutiques, pour reprendre et conclure, on aura un intérêt de réadresser les patients en situation néoadjuvante, parce qu'il peut y avoir, donc, comme on a dit, un impact sur la chirurgie, un impact sur la radiothérapie indirectement par rapport au choix chirurgical, et un impact potentiel sur la chimio. En phase métastatique, également un choix sur la chimiothérapie et surtout sur la prescription de thérapies ciblées et donc principalement les inhibiteurs de PARP. Les autres enjeux médicaux, c'est d'adapter la stratégie de dépistage chez les femmes à haut risque, où là on va préconiser une IRM systématique dès 30 ans et jusqu'à 65 ans. Il peut y avoir une surveillance ovarienne, mais c'est surtout dans l'attente de la chirurgie préventive. Je rappelle qu'il n'y a pas d'examen de dépistage assez efficace pour le cancer ovarien. Et donc, dès que vous avez un très haut risque ovarien lié à une prédisposition, vous allez forcément parler de l'intervention préventive qui se discute aux alentours des 40-45 ans chez les femmes mutées. On va permettre également d'adapter les stratégies préventives. Donc, certaines femmes qui ne souhaitent pas l'IRM systématique, qui vont plutôt opter pour des discussions de mastectomie, de réduction de risque, avec un bénéfice qui est d'autant plus important que c'est réalisé jeune chez des femmes sans cancer, mais avec la lourdeur du geste, et donc un accompagnement indispensable. Et donc, bien sûr, ces chirurgies préventives des ovaires qui vont diminuer radicalement les risques chez ces femmes prédisposées. L'enjeu familial, forcément, on touche à de l'ADN constitutionnel. Et donc, à partir du moment où vous avez une mutation identifiée chez un patient, ça vient d'un parent. Donc, il y a une fratrie concernée, il y a des enfants concernés. Alors, il n'y a pas de test chez les mineurs. On propose à partir de la majorité, facilement entre 20 et 25 ans, où on est un petit peu plus mature et apte à ces types de discussions. Mais il y a donc du coup un test qui devient disponible pour les apparentés. Vous avez un marqueur de risque familial identifié. Ça permet de dichotomiser deux sous-populations dans la famille, les porteurs, où là, il y a des recommandations de surveillance très bien codifiées et des moyens de prévention, notamment au niveau des ovaires, avec ce risque de transmission. Donc, ça ne saute pas de génération. Si on est porteur, on peut transmettre. C'est 50-50. Si on n'est pas porteur, on ne peut pas transmettre. Et donc, les non-porteurs de la famille, on les rassure. On n'élimine pas les risques, puisque chacun va garder à minima son risque moyen. Et on continue, bien sûr, à adapter le dépistage en fonction des niveaux de risque en intrafamilial également. Donc, le but et surtout les objectifs, parce qu'on va avoir énormément de demandes par rapport à ces enjeux thérapeutiques, c'est de prioriser les consultations en fonction des grades de recommandation. Donc, toujours la value thérapeutique, ça, on considère qu'il y ait une histoire familiale ou pas. Et bien sûr, les personnes qui sont à haute probabilité de prédisposition par rapport à leurs critères personnels et ou familiaux. Bien sûr, former des professionnels, alors des médecins généticiens, bien sûr, des conseillers en génétique, où là, il y en aura énormément besoin, des psychologues et bien sûr, toute l'équipe qu'on a à l'Institut Henri Hartmann, le radiologue, de chirurgiens, d'oncologues, les paramédicaux, toutes ces personnes qui participent au dépistage des femmes à haut risque. Et dans un cadre de recherche, surtout classifier des variants incertains qui vont permettre soit de rassurer une famille ou bien de proposer des tests aux apparentés et de proposer des mesures un peu spécifiques de prévention et de dépistage. Alors, quelques mots sur l'activité d'oncogénétique à l'Institut du Saint Henri Hartmann. Donc, c'est une consulte ouverte depuis 2015, notamment par le professeur Pascal Pujol, que j'ai vu, mais qui a dû partir, que je remercie beaucoup, le docteur Sylviane Olzwang. Donc, c'est deux médecins qui ont initié cette consultation et essayé de la pérenniser. On est à plus de 7000 conseils, près de 75%, bien sûr, sein ovaire, mais on voit aussi des agrégations familiales de cancer digestif, de cancer du pancréas, de cancer du rein, de mélanome. Donc, on ne se restreint pas seulement aux familles à risque sein ovaire. Plus de 3000 consultations sur les 2 dernières années. Et on est sur les 10% de mutations qu'on a, en accord avec les chiffres de nos confrères hospitaliers. Et donc, à Hartmann, on a aujourd'hui
plus de 200 patients qui ont une mutation et donc un impact sur leur surveillance, leur stratégie préventive et surtout le conseil à leur famille. Voilà. Et donc, on espère qu'il y en aura de plus en plus parce qu'il faut pouvoir dépister, bien comprendre que les critères familiaux qu'on a aujourd'hui pour dire à un tel oui, la consultation, non, pas de consultation, ça ne permet pas de dépister 100% des femmes prédisposées. Donc, on est ouvert à toutes et toutes celles qui souhaitent une discussion par rapport à son historique, à cette possibilité de consultation à Hartmann, où on sélectionne un petit peu moins les patientes. Voilà, je vous remercie pour votre attention.